Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter aujourd'hui les 3 nouveautés du 19 novembre 2020. Pour la première nouveauté, je vais commencer avec le tome 1, vraiment la nouveauté dans le sens nouvelle série, à savoir À nos fleurs éternelles de Narumi Shigematsu. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et je suis très content de pouvoir vous reparler de ce manga-là. Bien sûr, on a fait une vidéo de présentation pour vous en parler, mais là, cette fois-ci, je vais vraiment spécifiquement m'attarder sur le travail que ça a nécessité, demandé, tout ce qu'on a réalisé pour ce manga. Et c'est une manière aussi, encore une fois, d'appuyer sur le fait que le shoujo manga, c'est un genre qui est très important, qui demande beaucoup de travail, qui est très spécifique, très technique, très pointu, et que je voudrais insister encore une fois que c'est important de considérer le shoujo manga comme une part importante et à part entière de globalement tout l'éditorial manga au Japon et en France, qui est souvent hélas sous-coté, etc. Bon, je radote, je sais, je m'en excuse, mais voilà, À nos fleurs éternelles, c'est vraiment un exemple parfait d'un ouvrage complexe et qui nécessite beaucoup de travail. Alors évidemment, c'est un ouvrage historique assez pointu sur un aspect de l'histoire japonaise et des personnages de l'histoire japonaise que peu de personnes doivent connaître en France, à savoir Zeami, qui s'appelait Oniyasha dans ses jeunes années, qui est le créateur du théâtre No. Le traducteur, Alexandre Goua, il s'avère que c'est à l'origine un historien de formation et bon, ça on ne savait pas à l'origine quand on lui a proposé de traduire cette série-là, mais c'est heureuse coïncidence. À l'époque où il faisait ses études d'histoire, la directrice de sa thèse, c'est une personne qui est vraiment l'une des plus grandes expertes de Zeami et du théâtre No en France. Donc il avait quand même un background et une formation qui lui permettait d'être très pointu sur la traduction de cet ouvrage-là. Et grâce à Alexandre et grâce à son investissement, nous avons pu, avec l'accord de l'éditeur japonais et de Narumi Shigematsu, inclure à la fin donc de ce manga un lexique qui donne beaucoup de clés de compréhension pour un peu expliciter la période historique, le théâtre no, toutes ces choses-là, qui permet vraiment de recontextualiser l'ouvrage dans son époque et vraiment de faire un travail culturel de compréhension aussi des aspects de la culture japonaise traditionnelle que les lecteurs en France ne connaissent pas forcément. Donc ça, c'était vraiment une très heureuse coïncidence et je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer un lexique aussi pointu à la fin de cet ouvrage-là. Alors c'est vrai que Narumi Shigematsu, quand elle dessine À nos fleurs éternelles, elle se permet peut-être de réinterpréter et elle s'amuse à faire des comparatifs avec peut-être ce qu'était l'art à cette époque-là et comment le pouvoir politique de l'époque a peut-être utilisé l'art pour arriver à ses fins. Et du coup, elle s'est amusée à faire quelques petits parallèles et quelques anachronismes très volontaires avec notamment des passages où il y a des personnages qui parlent en anglais, où par exemple il y a un moment, il y a une petite scène où il y a un personnage qui dit « Ah, je veux les goodies de cet acteur-là ». Je n'ai pas persuadé du tout qu'à l'époque le terme goodies il existait, pas du tout sûr qu'au Japon traditionnel ils utilisaient de l'anglais, mais c'était vraiment un clin d'œil anachronique de Narumi Shigematsu très assumé. C'était pour le coup important de laisser ces anachronismes en anglais dans l'ouvrage, alors vous pourrez vous amuser à les repérer. Ils sont importants parce que c'est avec ça aussi que d'une certaine manière, la mangaka fait des parallèles entre l'époque où se déroule l'histoire et le monde contemporain et peut-être tout ce système du spectacle avec les idoles, etc., etc. Aussi, il y a un gros travail qui a été fait à plein d'autres niveaux et justement sur la traduction, il y a plein de passages poétiques, chantés et qui sont parfois réinterprétés par le héros un petit peu différemment, un petit peu réarrangés. Donc tout ça, il y a vraiment un travail sur le langage qui a été fait avec un travail de recherche sur les traductions officielles, etc. pour rendre tout ça clair en français. Et bien justement, encore une fois, comme je vous l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il a fallu faire un choix pertinent de police, de caractère pour les passages en question pour bien distinguer les textes qui sont proprement des citations de poèmes, on va dire, et puis d'autres passages qui sont plus une réinterprétation par le personnage principal. Et je vous montre là une page où justement vous pourrez le constater, il y a deux polices différentes, voilà, qui sont en parallèle et qui permettent de savoir quel texte suit quel texte, parce que tous ces textes sont hors bulle, et pour permettre au lecteur de savoir quel texte suit quel texte, ben voilà, avoir un choix de police cohérent, c'était absolument important sur cet ouvrage-là. Autre point vraiment que je voudrais vraiment appuyer sur ce manga-là, c'est le travail graphique qui a été fait par Tom Spalett Bertrand, qui gère vraiment la maquette intérieure de ce manga-là, et d'ailleurs aussi la couverture, mais attardez-vous s'il vous plaît sur le travail des onomatopées. Il faut bien comprendre que Narumi Shigematsu, c'est quelqu'un qui adapte son style graphique d'une œuvre à l'autre, et pour À nos fleurs éternelles, elle a vraiment essayé de proposer un style graphique qui est entre le manga et entre les estampes. Et je vais vous montrer par exemple cette planche-là, voilà, où il y a des décors ici. Moi je trouve ça époustouflant, et ça ressemble
ressemble vraiment à ce qu'on pourrait trouver dans des estampes traditionnelles, où il y a un travail graphique qui est très différent, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et bah Tom, qui est aussi dessinateur, a une sensibilité graphique, et quand on lui a confié ce travail-là, il s'est dit, bah moi je veux pas que ce manga-là, les onomatopées soient des polices informatiques, voilà, parce qu'il y a beaucoup de polices sur les onomatopées, où très souvent c'est des polices informatiques qu'on tord, qu'on modifie, voilà, pour donner un effet dynamique qui s'incruste, qui ressemble vraiment à la version japonaise. Mais là Tom a dit, je vais tout faire à la main, et c'est son choix à lui, on ne lui avait pas spécialement demandé. Et encore une fois, de la même manière que je voudrais remercier Alexandre qui a fait un gros travail voilà, sur les lexiques pour expliciter l'ouvrage, que ce soit intelligible. Tom a fait un travail énorme pour que ces onomatopées soient très proches de la version japonaise, soient justement très manuscrites, et ça donne un rendu qui est vraiment, à mon avis, unique, qui s'intègre particulièrement bien dans les planches et qui font vraiment honneur au travail de la mangaka. Et je vais vous mettre un exemple voilà, qui est assez époustouflant, où il y a un vieux monsieur qui est une référence dans l'ouvrage et qui chante. Et en japonais c'est très beau, c'est très graphique, c'est très calligraphié, ces chants, et ils sont lisibles en même temps. Et là je peux pas m'empêcher de vous montrer la page parce que c'est incroyable, et je suis très content qu'on peut vous proposer ce genre de travail d'adaptation graphique aussi poussé. Voilà. Vous pouvez voir ici. Bon, alors là, sur l'ordinateur, je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais quand on a le livre papier dans les mains, c'est vraiment lisible. Et là-dessus, il y a un travail absolument dingue. Et donc voilà, il est écrit « Il y a fort longtemps était une fleur prête à s'épanouir, mais soumise à l'entrave. » Et voilà, c'est incroyable quand on arrive à ce niveau de travail, d'intégration, ça fait vraiment honneur au travail des mangaka. Et en fait, bon, je sais que c'est des choses qui sont toujours... discutable, mais il faut savoir qu'une grande majorité des dessinateurs de manga préfèrent quand les onomatopées sont traduites intégralement, parce que ces onomatopées sont bien sûr des éléments graphiques, mais sont aussi des éléments narratifs importants, et si les onomatopées sont sous-titrées, le risque c'est très souvent d'avoir un décalage dans l'information. Et là c'est vrai que Narumi Shigematsu, déjà quand elle avait vu Runninga, elle était très contente du rendu des onomatopées, du travail qui avait été effectué dessus, et là en l'occurrence elle nous a fait une remarque sur Anneau Fleur Éternelle, rien que quand on lui avait envoyé en validation ceci, donc vous voyez la couverture intérieure, elle a dit waouh quel travail, vous avez traduit l'intérieur de la couverture jusque dans le moindre détail, elle était absolument ravie de ça. Et donc c'est le genre de retour qui nous fait plaisir, parce qu'on sait que voilà, les auteurs ils regardent vraiment le travail qu'on fait, et que pour eux ça a beaucoup de sens quand on pousse le détail aussi loin qu'on l'a fait dans Running Girl, dans le choix des onomatopées par exemple. Bon, je peux pas m'empêcher de vous montrer d'autres exemples, mais par exemple c'est cri ici, voilà, qui se fait intégralement à la main. Voilà, tout ça pour moi c'est un travail qui est vraiment unique et adapté à cette œuvre-là. Donc vous voyez, pour ce qui est un shoujo manga en 2 tomes, bon évidemment c'est un shoujo manga historique, mais il y a un travail qui est énorme, qui est réalisé par tout le monde, que ce soit par le traducteur, qui fait un lexing, qui fait attention au choix du vocabulaire, etc. etc. Et puis le graphiste aussi, dans le choix des polices, avec nous qui supervisons derrière et qui checkons tout ça. Et puis voilà, dans l'investissement, dans la création des onomatopées, pour vraiment faire en sorte que l'œuvre soit aux petits oignons. Et voilà, sur un shoujo manga, peut-être que les gens se disent « Ah, c'est facile à traduire, c'est rapide à faire, etc. » Il n'y a pas beaucoup d'onomatopées, etc. C'est complètement faux. Les shoujo mangas sont souvent très bavards, donc ça nécessite d'être très vigilant, de rien oublier. Et puis là, sur un shoujo manga historique, avec en plus, on va dire un style graphique qui est très affirmé, très unique, entre de l'estampe traditionnelle avec une espèce de mélange cartoon manga, et voilà, ça donne un rendu qui, à mon avis, est assez exceptionnel et qu'on voit assez peu souvent sur le paysage éditorial du manga en France. Donc je vous invite vraiment à regarder ça, parce que voilà, il y a du travail, il y a vraiment beaucoup de travail. Globalement, toutes les personnes qui travaillent dans le manga travaillent énormément, et je pense que les lecteurs ne se rendent pas forcément compte, mais prenez le temps de regarder le travail des graphistes, des traducteurs, la mise en bulle, etc. C'est pas rien, il y a des gens qui passent vraiment beaucoup de temps, et je pensais que Anneau Fleur Éternelle c'était une bonne occasion pour appuyer sur ça justement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça plus en détail quand vous lisez les mangas, de réaliser et de comprendre qu'il y a des êtres humains vraiment qui travaillent derrière, et que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Ensuite, je vais parler du tome 4 de À nos cœurs évanescents. Plutôt que de parler de ce tome en lui-même, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à la publication du tome 3. C'était assez marrant. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des personnages russes, et comme on avait géré parfois le fait qu'ils parlaient dans une langue étrangère, en mettant des italiques, peut-être d'autres polices, etc. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose au moment de la sortie du tome 3, c'est que il y a le personnage du mentor qui est avec Vladimir, et qui parle mal japonais. Et du coup, en japonais, il parle vraiment un japonais bizarre, avec des
des erreurs, etc. Et c'est quelque chose qu'on a retraduit en français, en mettant parfois des fautes, enfin des fautes, pas vraiment des fautes, mais des lettres oubliées ou ce genre de choses, des mots oubliés, ce qui fait un petit rendu bizarre. Et au début, il y a des gens sur Twitter qui ont dit « Ah, mais il y a des fautes là !» Et puis en relisant, ils se disent « Ah mais non, en fait c'est volontaire, c'est un personnage russe qui parle mal. » Et en fait oui, c'était très volontaire, et c'est quelque chose que j'avais oublié de vous signaler à la sortie de Nos Cœurs Évanescents 3. Et voilà, il s'avère que dans ce tome 4, je peux pas vous redire la même chose, puisque dans ce tome 4, il n'y a pas ce cas qui se présente avec ce personnage qui parle mal japonais, du coup qui parle en français mal français, avec des oublis de mots, etc. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne occasion pour vous reparler de ça. Aussi, c'est un micro détail, si vous retournez les mangas, vous avez la 4e de couverture, et globalement sur les 3 premiers tomes, le résumé il était centré, parce que tout simplement ça s'y prêtait bien. Et en fait ce qu'on aime bien sur cette série là, encore une fois, comme je vous l'ai dit parfois avec les logos, etc., c'est faire un espèce d'effet de dynamisme, de dégradé, etc. Et vous pouvez voir sur ce tome 4, c'est la petite planète. Bon, est-ce que c'est Saturne? Je ne sais pas, mais c'est une planète avec un anneau. En tout cas, l'anneau de la planète passe par-dessus le dégradé du résumé. Et justement, pour que le résumé et le dégradé ne cachent pas trop la planète, et donc le dessin de Yuki Kamatani, cette fois-ci, on l'a un petit peu décalé. Donc vous pouvez vous amuser à reprendre les 3 premiers tomes et voir comment on place le résumé, qu'est-ce qu'on passe devant, qu'est-ce qu'on passe derrière. En tout cas, sur des petits micro-détails comme ça, encore une fois, on fait toujours très attention au placement des éléments. Je vais m'arrêter là sur ce tome-ci, parce que de toute façon, il y a encore 4 tomes de Nos Cœurs Évanescents, donc je pourrais à de nombreuses reprises vous reparler de ce manga-là, et je vais passer au dernier manga, à savoir Autour d'elle, tome 3. Et en fait, comme je vous l'avais dit à l'occasion de la sortie de En proie au silence tome 4, sur le mois de juillet, il y a un office où je vous ai pas parlé des nouveautés, et donc j'en profite pour vous parler du tome 2 de Autour d'elle. Et vraiment, la chose dont je voulais parler, c'était le partenariat qu'on avait fait avec la chaîne Chez Papa Papou. En fait, je pourrais vous redire des choses que je vous ai dites au moment de la vidéo sur Running Girl tome 3, où on a fait le bandeau de recommandations de la part de Tiffen Soldé. Et l'objectif, encore une fois, c'est de montrer que le manga, il peut s'adresser à tout le monde, et qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais ouvert un manga, qui devraient s'intéresser à ce média, parce que c'est un média qui aborde tous les sujets, pour tous les publics, pour les petits, pour les grands, qui est très large, hein. Si vous nous suivez, si vous êtes un lecteur de manga assidu, vous savez forcément qu'il y a tous les sujets. Il y a des mangas historiques, il y a des mangas culinaires, il y a des mangas de sport, et enfin, on pourrait continuer une liste comme ça pendant très très longtemps. Et voilà, quand il y a des opportunités avec certains mangas d'essayer d'aller séduire un public qui n'a peut-être jamais ouvert un manga, c'est une super opportunité. Donc Autour d'elle, oui, de par le sujet de cette famille très peu conventionnelle dans ce qu'on appelle en tout cas la famille traditionnelle, avec ses 2 mères et ce 3e personnage qui tourne autour, et voilà, c'était vraiment quelque chose qui faisait beaucoup de sens, de faire un partenariat avec la chaîne YouTube Chez Papa Papou, qui a sa chaîne justement dédiée à l'homoparentalité, et aussi justement à la littérature jeunesse. Voilà, en tant que parent, quel genre d'ouvrage on peut conseiller à des enfants pour avoir un discours constructif et qui justement sort un petit peu des clichés de normes genrées. Et donc voilà, sur une série comme ça, Autour d'elle, qui parle vraiment de parentalité, de maternité aussi, et ça faisait beaucoup de sens pour nous de faire un partenariat avec Chez Papa Papou. Et du coup on a fait ce bandeau de recommandations d'Emile de la chaîne Chez Papa Papou, et lui il a fait une vidéo de recommandations aussi de Autour d'elle, avec un petit concours où il y avait le tome 1 à gagner. J'aime beaucoup personnellement essayer de faire comme ça de la communication transversale pour essayer de toucher un autre public, d'élargir le lectorat. Et voilà, toujours dans cette idée, cette volonté vraiment, peut-être cette vocation aussi de casser les cases, de casser les choses qui nous enferment. Et le manga, il ne s'adresse pas que, entre guillemets, à un espèce de lecteur de manga cliché. Et je pense que vraiment, on peut proposer du manga à tout le monde. Et des œuvres comme Autour d'elle, c'est des très bons ambassadeurs pour ça. Et ce genre de partenariat, c'est aussi parfait pour ça. Un mot très vite fait sur le tome 3 d'Autour d'elle. Encore une fois, avec le confinement, ça a été une des séries compliquées à gérer, puisque le lancement devait avoir lieu en avril, il a été reporté, et ça a vraiment mis le bazar dans pas mal de choses. En tout cas, pour parler vite fait du tome 3 d'Autour d'elle, ça fait déjà la moitié de la série, mine de rien. Et c'est vrai qu'on a une temporalité un petit peu bizarre cette année. Je crois qu'on a tous eu une année où on n'a pas trop compris comment le temps est passé
Le tome 1 à l'origine devait sortir en avril, avec le confinement il est sorti plus tard. L'année a été longue et très bizarrement rapide à la fois, et bah voilà, je me dis oh là là, on est déjà à la sortie du tome 3 de Autour d'elle, et j'ai l'impression qu'on a lancé cette série là vraiment hier et que c'est très récent. Donc c'est vrai qu'en termes de visibilité des séries, ce confinement, enfin je devrais même dire ces confinements à répétition, bah, ça fait que c'est compliqué pour certaines séries, et c'est particulièrement compliqué par exemple pour Autour d'elle en termes de visibilité, parce que la sortie du tome 1 a été décalée à cause du premier confinement, et ce tome 3 il sort pendant le second confinement, donc c'est vrai que c'est un peu parmi entre guillemets les séries maudites en termes de visibilité en librairie, parce que bah, c'est du coup compliqué à gérer, ça nous demande beaucoup plus d'efforts et peut-être d'investissement aussi pour rappeler aux gens que les mangas sortent, qu'ils sont là, pour aller chercher aussi un lectorat qui pourrait se promener dans les librairies et trouver les ouvrages, et que bah, typiquement c'est plus compliqué de trouver les ouvrages en se baladant en librairie quand les librairies ne peuvent faire que du click and collect. Autour d'elle, ça fait partie des séries qui entre guillemets souffrent du confinement. Pour autant, bah voilà, c'est une série qui est très bien accueillie, en tout cas par les lecteurs qui nous suivent et par les gens qui nous suivent, parce que c'est une série qui aborde des thématiques très modernes. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que ça m'a un peu surpris. Je trouve que les gens sont très sévères, pas sur l'œuvre, hein, mais sur les personnages. Globalement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont sévères sur plein de personnages, pas que dans cette œuvre-là, et je me dis waouh, mais en fait, quand il y a des œuvres qui présentent des personnages qui ne sont pas des personnages parfaits, ça c'est une de mes réflexions à moi, hein, des questions que je me pose globalement, parce que j'ai vu des réactions sur Autour d'elle où je trouve que les gens sont durs envers Michiru, bah, qui est une mère célibataire, et on sait que c'est pas facile d'être une mère célibataire, et qui la juge beaucoup, qui disent qu'elle est enfantine, etc., qu'elle est immature. Bah ouais, mais je crois qu'en tant qu'être humain, comment dire, on n'est pas parfait, on est toujours avec une marge d'évolution, et moi ce qui me plaît beaucoup dans beaucoup de mangas, c'est justement ces personnages avec leurs fêlures, et ces personnages avec leur capacité à évoluer, à réaliser leurs erreurs et à aller de l'avant pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'au début de Autour d'elle, bah, Michiru fait partie des personnes qui justement a une grosse marge d'évolution positive et qui a conscience aussi de ses faiblesses et qui est capable de se remettre en question. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans la réalité en global, hein. Et personnellement j'aime bien dans les mangas en général, hein, quand justement les personnages ne sont pas parfaits. Moi les héros parfaits, ça m'intéresse peu ou ça m'intéresse moins, parce que je trouve ça assez souvent très surfait ou peut-être assez désincarné en fait. C'est vrai que bon, si je caricature un petit peu, il y a cette image du héros parfait entre guillemets de la mythologie grecque, super fort, super beau, ou pareil un héros, héroïne, voilà, des espèces d'intouchables, mais qu'en fait qui sont des idéals inatteignables. Et je me reconnais beaucoup plus dans des personnages qui sont avec des défauts, qui sont avec des fêlures et qui peuvent évoluer, et qui finalement résonnent beaucoup plus en moi que des espèces d'entités d'une certaine manière qui sont assez désincarnées. Et ce que j'aime beaucoup dans Autour d'elle, c'est que je trouve ces personnages très incarnés justement, parce que c'est des vrais êtres humains complexes, avec tout ce que ça implique. Et voilà, donc j'espère que vous aurez un petit peu de bienveillance bah, voilà, vis-à-vis de Michiru, parce que je trouve que c'est un personnage qui vraiment est intéressant, plutôt que de nous juger les uns les autres, parce que finalement en jugeant des personnages, dans quelle mesure on juge aussi bah, des êtres humains tout simplement, ou des gens qui pourraient leur ressembler dans la vraie vie. Et puis bah voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation en coulisses de Autour d'elle. Et donc j'en ai fini avec cette vidéo de présentation des nouveautés de la journée. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation en coulisses sur ma chaîne YouTube.